Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat pour suivre une audition consacrée au budget rectificatif, ce nouveau plan d'urgence qui a été annoncé aujourd'hui, deuxième plan d'urgence depuis le début de la crise du coronavirus. Je vous rappelle que l'on est passé d'une somme de 45 milliards d'euros pour ce plan d'urgence à 3 semaines plus tard, 110 milliards d'euros annoncés à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure. Les sénateurs de la Commission des finances font donc une audition pour en savoir plus sur ce projet de loi de finances rectificative en présence de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, ainsi que les secrétaires d'État Agnès Pannier-Runacher et Olivier Dussopt. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était annoncé dans un premier temps, mais il est finalement excusé. Notez que ce budget donc, est passé de 45 à 110 milliards d'euros en 3 semaines, dont 8 milliards d'euros pour notre système de santé, notamment pour le matériel, mais aussi pour les soignants. Notez aussi les prévisions macroéconomiques avec un déficit d'environ 9%, une croissance en baisse de 8% et enfin une dette de 115%. En plus de ce plan d'urgence, le gouvernement a tout à l'heure également précisé les primes qui ont été annoncées pour les fonctionnaires, fonction de la publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, ainsi que tout un système d'aide pour les plus démunis. Écoutez d'ailleurs Julien Denormandie qui est revenu tout à l'heure sur le sujet lors de la séance de questions de contrôle au gouvernement. Nous avons annoncé aujourd'hui une aide exceptionnelle, une aide d'urgence sociale à destination de toutes les personnes au RSA, à l'ASS, pour 150 € pour ces couples, mais également à hauteur de 100 € par enfant pour ces personnes au RSA et à l'ASS, mais également à hauteur de 100 € par enfant pour toutes les personnes aux APL. Au moment où je vous parle, c'est 4 millions de foyers, je dis bien 4 millions de foyers, qui vont pouvoir bénéficier de cette aide exceptionnelle à compter du 15 mai, avec une grande rapidité et sans aucune démarche à faire. Je crois que là aussi, c'est un témoin de cette solidarité qui est nécessaire. La réponse, encore une fois, elle est sanitaire, économique, mais aussi sociale. Voilà donc cette mesure de justice sociale qui a été annoncée par le gouvernement en début d'après-midi. Une aide de 150 € qui devrait avoir lieu le 15 mai. 100 € supplémentaires sont prévus par enfant pour plus de 4 millions de foyers. Voilà ce qui a été annoncé tout à l'heure par le gouvernement et précisé par Julien Denormandie pendant la séance de questions de contrôle. En plus de cela, notez tout un système de primes qui a également été annoncé par le gouvernement. Primes exemptes de tout prélèvement, de toute charge, prime entièrement défiscalisée. 1 500 € pour les soignants qui soignent dans les hôpitaux qui ont eu des malades du Covid-19. 500 € pour les autres soignants. Également une revalorisation des heures supplémentaires valorisées à hauteur de plus 50%. Notez enfin que le gouvernement veut également une prime pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, notamment pour ceux qui travaillent dans les EHPAD et le monde médico-social. Nous devons échanger là-dessus avec les départements, a d'ailleurs tout à l'heure précisé le gouvernement. Pour ce qui concerne ce projet de loi de finances rectificative dont il va être question cet après-midi avec Agnès Pannier-Runacher, Gérald Darmanin ainsi qu'Olivier Dussopt, en présence du président de la Commission des finances, le socialiste Vincent Eblé. Notez que par ailleurs, l'ensemble de cette audition aura lieu en visioconférence, notamment pour le rapporteur général de la commission, Albéric de Montgolfier. Notez que, sur ce sujet, il devrait y avoir réellement débat sur ce projet de loi de finances rectificative. Le premier plan d'urgence avait été adopté conforme ici au Sénat, mais cette fois-ci, les sénateurs souhaitent avoir un véritable débat. En effet, la gauche appelle à une plus grande contribution des grandes fortunes sur ce sujet, tandis que la droite appelle, elle,
à transformer les reports de charges en annulation. Elle juge également le fonds de solidarité qui a été mis en place toujours insuffisant. Elle juge également que les travailleurs indépendants ne sont pas suffisamment aidés. Voilà, cette audition est en train de commencer. Il y a là dans la salle, je vous le précise, au Sénat, Vincent Eblé, le président socialiste de la Commission des finances, en présence des ministres. Voilà, il vient de régler son système de visioconférence. On prend tout de suite donc la direction de cette audition. Saluez en votre nom Madame et Messieurs les ministres, nous avons appris dans l'après-midi que le ministre Le Maire serait remplacé par Madame la secrétaire d'État Pannier-Runacher, que nous remercions de sa présence et évidemment confirmation de la présence du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin et du secrétaire d'État Olivier Dussopt. Chacun dans leur domaine, ils nous apporteront des éclairages sur, en particulier, c'est l'objet de notre réunion, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Un programme de stabilité limité à l'année 2020 nous a également été transmis en vertu de l'article 14 de la loi de programmation des finances publiques 2011-2014, qui prévoit que le gouvernement adresse au Parlement au moins 2 semaines avant sa transmission à la Commission européenne le projet de programme de stabilité. 1 mois après le déclenchement des mesures de confinement, nous nous réunissons selon des modalités particulières, celle de la visioconférence dans cette salle Monory. Nous avons déjà procédé, je le dis pour nos interlocuteurs ministériels, de la sorte depuis une quinzaine de jours, d'abord pour des échanges de vues entre membres de la Commission, puis pour entendre un panel d'économistes sur les réponses à apporter face à la déstabilisation de notre économie par la crise sanitaire, et ce matin même pour auditionner le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et le médiateur du crédit, médiateur national du crédit. Entre 30 et 40 de nos collègues étaient présents à chacune de ces réunions, ce qui est un chiffre tout à fait satisfaisant sur la base de nos 49 membres. Et je veux les en remercier collectivement et individuellement pour ceux qui sont présents en cette fin d'après-midi. Nous publions par ailleurs régulièrement, avec le rapporteur général Albéric de Montgolfier, une note de conjoncture, une note de suivi des mesures prises dans le cadre du premier PLFR et de la loi d'urgence dans le domaine financier, bien entendu. Nous sommes à la 3e édition de cette note qui s'actualise donc de façon régulière et qui est communiquée aux membres de la Commission et ensuite par rebond au travers des groupes à l'ensemble des membres de la Haute Assemblée et également, je crois, diffusée à l'extérieur pour ceux qui veulent suivre en détail nos travaux. Nous poursuivrons nos travaux dans les jours et les semaines qui viennent, après l'examen du PLFR, par exemple pour entendre la DGFiP, la BPI, la Fédération bancaire française, voilà ce que nous avons dans notre programme de travail, également les représentants des assurances, tout cela sous forme de visioconférence, qui est une modalité qui est bien adaptée pour des auditions et des échanges de points de vue et d'analyse. Elle l'est moins pour les réunions à proprement législatives, avec délibération et vote. Et là, en fait, nous allons articuler une solution de présentiel physique allégé pour respecter les mesures, je dirais, et les gestes barrières, et les mesures de distanciation. Mais nous l'associerons à de la visioconférence pour ceux de nos collègues qui resteront en province. À cet égard, Madame et Messieurs les ministres, je vous rappelle que nous avons besoin de l'entière disponibilité de vos services, si je puis dire, pour nous donner au fur et à mesure les éléments d'information nécessaires à notre travail de contrôle
et je les remercie de leur mobilisation en cette période difficile. Nous avons bien reçu des services du Premier ministre une première réponse à un courrier que nous lui avions adressé pour avoir quelques éléments chiffrés. Pour en venir au deuxième projet de loi de finances rectificative, il acte, comme notre note du 3 avril dernier l'anticipait malheureusement, une détérioration que je qualifierais de sévère de la situation économique de notre pays et par voie de conséquence de nos finances publiques, avec des chiffres jamais vus en termes de récession, moins 8% de déficit, moins 9% du PIB, et de dette qui s'établirait désormais à 115% du PIB. Ce PLFR 2 procède également à un certain nombre d'ajustements sur les dispositifs qui avaient été ouverts dans le premier PLFR, notamment le fonds de solidarité et les garanties d'emprunt accordées aux entreprises. Il crée enfin un nouveau programme budgétaire de 20 milliards d'euros pour alimenter les participations financières de l'État. Je ne doute pas que les questions de mes collègues de la Commission des finances seront nombreuses sur les sujets du soutien aux entreprises en difficulté, de même que sur la situation des finances publiques et ou des finances locales, ou encore sur les mesures prévues pour les ménages, et notamment les plus modestes d'entre eux. Je rappelle évidemment à chacun, qu'il soit en ligne ou qu'il soit ici physiquement présent, que notre audition est à la fois enregistrée, diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Donc il est nécessaire que tous les micros soient bien éteints, sauf quand vous demandez et prenez la parole, quand je vous l'accorde. Enfin, si certains de mes collègues en visioconférence ont un souci de micro, ils peuvent utiliser le chat pour transmettre leurs questions. Je vous cède maintenant, sans plus tarder, la parole pour un bref propos introductif. Je ne sais pas dans quel ordre. Gérald Darmanin, pour débuter. Nous vous écoutons, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Merci, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je vais faire un bref propos introductif. Je pense que le plus intéressant, évidemment, c'est de répondre à vos questions. Le PLFR 2 vient modifier le budget de l'État, comme vous le savez. Il vient d'abord recharger, si j'ose dire, des crédits décidés et adoptés, y compris par votre Chambre. Je vous en remercie au nom du gouvernement du PLFR 1. Il vient de créer de nouveaux droits, singulièrement des droits économiques, que la secrétaire d'État sans doute développera, mais aussi d'autres droits, notamment les annonces autour de primes de précarité. C'était évoqué ce matin par le Premier ministre notamment. Il vient aussi modifier un certain nombre de dispositions de lettres pour pouvoir armer encore plus notre pays face à la crise. Il vient remettre à jour un certain nombre de précisions macroéconomiques que vous avez citées, Monsieur le Président. Et il prévoit également des enseignements sur la suite des événements. Mais je voudrais ici souligner, Monsieur le Président, que ce plan est un plan d'urgence et n'est pas un plan de relance. Il viendra le moment où il y aura de la relance et sans doute des modifications budgétaires. Par ailleurs, il ne s'agit pas non plus de prévoir des crédits santé ou des crédits qui relèvent du champ social non étatique, puisque, vous le savez bien, le PLFSS-R, c'est-à-dire la modification du budget de la sécurité sociale, n'est pas une obligation juridique. Le budget de l'État ayant des crédits limitatifs doit passer par le Parlement, évidemment, et l'autorisation parlementaire. Le budget de la sécurité sociale est indicatif. C'est donc pour cela qu'il n'y a pas de crédit qui relève de la santé, alors que nous en dépensons bien évidemment en ce moment, pour à peu près 8 milliards d'euros. Et je répondrai à la convocation de la Commission des affaires sociales de votre Assemblée la semaine prochaine pour indiquer les montants effectivement de dépenses et de déficit. Ce PLFR donc vient modifier les grandes actions du gouvernement, 110 milliards d'euros tout cumulé d'actions publiques. Ça nous fait effectivement 9% de déficit. Le déficit est désormais à 185,5 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il a doublé en 3 mois, puisqu'il est à peu près à 91 milliards d'euros dans le budget initial. Que par ailleurs, nous sommes à 61% de dépenses dans le PIB, de dépenses publiques. Évidemment, des scores, si j'ose dire, extrêmement impressionnants. Nous sommes à 115% de dette.
et peut-être que la ministre en parlera également, mais une croissance qui est autour évidemment de celle prévue par la Banque de France notamment, autour de 8%, mais tous ces moins 8% bien sûr, mais ces chiffres sont évidemment très indicatifs et ils vont évoluer avec l'actualité économique et l'actualité autour du confinement ou de l'état sanitaire. Donc le PLFR vient nourrir d'abord les crédits décidés en première partie, en PLFR 1. D'abord recharger, si j'ose dire, l'argent que l'on met dans le chômage partiel, qui connaît un succès, je le mets encore une fois des guillemets, très important, puisqu'aujourd'hui un salarié sur 3 est au chômage partiel dans notre pays. L'État se substitue donc aux employeurs et c'est 24 milliards d'euros désormais, y compris avec l'argent de l'UNEDIC, qui vont vers le chômage partiel. Le fonds des indépendants, le fonds d'indemnisation, c'est 7 milliards d'euros, désormais mis à la place du milliard évoqué. Peut-être que j'aurai l'occasion de répondre à des questions sur ce point avec la ministre, mais l'État a déjà mis 750 millions d'euros. Aujourd'hui, les assureurs ont versé 185 millions d'euros sur les 200 millions d'euros prévus. Les régions n'ont pas encore versé l'argent sur le compte de l'État et du fonds, mais la région Bretagne et la région Occitanie ont fait savoir aujourd'hui à la Direction générale des finances publiques leur futur versement, mais c'est à peu près 6 milliards de crédits en plus que met l'État pour pouvoir répondre aux diverses améliorations de ce fonds, qui a demandé plus de 900 000 indépendants et 684 millions ont déjà été dépensés. Peut-être que la ministre reviendra sur les améliorations apportées par le fonds et notamment demandées par de nombreux parlementaires, évidemment, des sénateurs en premier lieu. Troisièmement, il vient aussi mettre de côté, si j'ose dire, les taxes que payent les compagnies aériennes dans le budget annexe dit BACEA, pour gérer les contrôleurs aériens. J'ai pris un décret avec le ministre de l'économie et des finances et le ministre des Transports pour pouvoir reporter ce paiement d'impôts et de charges pour ce compte annexe. Mais il vient aussi, ce dispositif du PLFR 2, créer de nouveaux droits. Alors, il y a des droits qui relèvent stricto sensu de l'intervention économique du ministère de l'économie, qu'il s'agisse de 20 milliards en argent que nous mettrons dans le budget annexe de l'APE, la ministre en parlera j'imagine également, du fonds d'intervention qui passe de 75 milliards à 1 milliard d'euros qu'on appelle le FDES pour les entreprises. Et puis il y a des dispositions qui relèvent proprement des interventions budgétaires, notamment une proposition tout à fait innovante, Monsieur le Président de la Commission des Finances, puisque nous avons mis 2,5 milliards de ce que nous pourrions appeler des dépenses accidentelles, prévues explicitement par l'article 7 de la LOLF, qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, et donc que le Conseil d'État a bien voulu autoriser, malgré le fait que nous n'ayons pas, contrairement à toutes les traditions, si j'ose dire, parlementaires, mais expressément prévues par la loi organique, d'affectation de ces crédits. Je peux d'ores et déjà dire que cette poche de dépenses accidentelles et imprévisibles que chacun peut comprendre sera en partie déjà utilisée dans le débat, puisque c'est là-dedans que nous prendrons les 880 millions d'euros. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale aura sans doute à déposer un amendement pour les mettre auprès du ministère de la Santé et des Solidarités pour permettre le versement de la prime précarité pour les publics les plus sensibles, les 4 millions de personnes concernées, annoncé ce matin par le Premier ministre. Mais comme nous faisons le budget, si j'ose dire, un peu tous les jours en construction, en marchant, je voulais d'ores et déjà vous le signifier. Nous continuons évidemment les reports de charges. Vous avez vu que le Président de la République a annoncé des annulations que j'ai explicitées ce matin dans la presse et que je suis tout à fait prêt à continuer à faire devant vous. Des reports évidemment de paiement d'impôts s'il le faut, notamment sur l'impôt sur les sociétés et sur les taxes. Et les dispositions du PLFR 2 prévoient également des dispositions pour les gouvernements de Nouvelle-Calédonie. 240 millions d'euros de prêts de l'AFD. La Polynésie française n'est pas encore prête dans sa demande. Elle nous a fait cette demande hier soir. J'ai eu le président Fritsch au téléphone. Sans doute que dans une prochaine disposition, nous aurons à prêter de l'argent à la Polynésie. Et puis, nous avons un certain nombre de dispositions qui permettent d'améliorer le travail économique et social du pays, notamment des dispositions de défiscalisation des primes pour la fonction publique décidées. Et peut-être que le secrétaire d'État en parlera aussi, évidemment, pour parler de ces primes, qu'elles relèvent de l'État, des collectivités locales, puisqu'on a prévu effectivement l'instrument, ou de la fonction publique hospitalière. Nous n'avons pas prévu dans le PLFR 2 de dispositions relatives aux collectivités locales, à l'exception des choses qui nous permettent de mieux avancer, parce que pas prévues dans l'ordonnance de Mme Gouraud et de M. Lecornu, notamment sur les syndicats qui ne pouvaient pas faire des avances de trésorerie. Il n'aurait pas été possible pour eux de reporter, comme on l'a fait pour les ordonnances,
pour les collectivités locales leur vote du budget en juillet prochain. Donc ce sont des choses exceptionnelles mais qui peuvent aider les territoires à mieux vivre. Il y aura évidemment des dispositions autour des collectivités locales, sans doute dans un prochain texte financier qu'on vous proposera. Elles ne sont pas dans l'urgence absolue partagée aujourd'hui, d'abord parce que beaucoup de collectivités locales, si elles vont avoir des pertes de recettes, je pense aux droits de mutation, je pense évidemment aux octrois de mer pour l'outre-mer, je pense à la TVA pour les régions par exemple. Souvent ces paiements sont en décalage de mois, voire d'années, c'est le cas de la TVA pour les régions. Et donc nous avons encore un petit peu de temps parce qu'il est très difficile de savoir exactement comment les choses se passeront. En attendant, la Direction générale des finances publiques, comme la Direction générale des collectivités locales, permettra, s'il le faut, de faire des avances de trésorerie, bien sûr, pour pouvoir répondre aux questions que se poseront les collectivités locales. Je sais que votre Assemblée y est particulièrement attentive, elle y sera associée si vous le souhaitez, Monsieur le Président, et nous verrons effectivement un certain nombre de dépenses qui relèvent vraiment de champs très différents selon les types de collectivités. On aura l'occasion sans doute d'en reparler. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots très rapides. Je vais peut-être, si vous le souhaitez, laisser la parole à Madame la Ministre pour qu'elle expose, en excusant Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances retenu dans le G20, les mesures économiques de Bercy. Et Monsieur le Secrétaire d'État auprès de moi pourra utilement compléter les questions de fonction publique. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Vous l'avez compris, l'objectif de ce nouveau PLFRR, c'est de limiter au maximum la casse de notre outil de production et de notre capital humain. C'est dans ce contexte que le gouvernement vous présente ce projet de loi. Ce projet de loi repose sur une prévision de dégradation de la croissance de 8%, de 8 points pour 2020. Ce n'est qu'une prévision, c'est ce que Monsieur le Ministre vient d'indiquer, qu'il faut considérer avec prudence compte tenu de l'incertitude économique. Elle est fondée sur la durée de confinement annoncée par le Président de la République et des hypothèses de sortie de confinement avec un rebond économique progressif, une montée en puissance progressive, et également des hypothèses sur la situation de nos principaux partenaires. On considère que l'Europe va être linéaire comme nous, et on prend en compte des situations particulières de rebond en Chine, de difficultés aux États-Unis et de peut-être meilleure tenue au Japon. Mais tout cela est soumis à l'examen des faits et à la façon dont l'épidémie va se poursuivre et à sa cinétique. Ce projet de loi de finances, il complète le plan d'urgence que nous avions déjà mis en place. J'en rappelle les 3 axes. L'axe de préservation de l'emploi et des compétences autour du chômage partiel qui est profondément renforcé en termes de crédit à hauteur de 24 milliards d'euros. Monsieur le ministre vient de l'indiquer. Le deuxième axe, c'est le soutien à la trésorerie des entreprises. Sur cet axe-là, avec la mise en place d'une garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros, une garantie des assureurs crédits à hauteur de 10 milliards d'euros et une garantie des assureurs export à hauteur de 2 milliards d'euros. Ça, c'est ce que vous aviez voté. Et sur cet angle-là, les approfondissements se sont faits en tenant compte d'un certain nombre de points qui a été remonté, notamment dans l'examen du premier PLFRR sur la question de l'accès ou du traitement des entreprises en difficulté. Je vais y revenir. Et ils ont également été traités dans les négociations que nous avons de manière quasi quotidienne avec les banques de façon à obtenir des interventions beaucoup plus automatiques et des traitements beaucoup plus homogènes par catégorie d'entreprises. Et je suis disponible pour répondre à vos questions sur ces sujets-là. Enfin, le troisième axe, c'est le soutien aux indépendants au travers du fonds de solidarité qui s'adresse à toutes les TPE, artisans, commerçants, micro-entrepreneurs, professions libérales réalisant moins de 1 million de chiffre d'affaires et qui ont soit été fermés par décision administrative, soit ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% entre mars 2009 et mars 2020. Aujourd'hui, plus de 900 000 entreprises ont fait appel à ce fonds depuis sa création. 900 000 entreprises qui ont donc 1 500 € sur la trésorerie de leur entreprise. Et je crois que c'est important de souligner la rapidité d'exécution de ce fonds. Ces dispositifs, nous devons les renforcer donc pour tenir compte du prolongement du confinement, mais pour tenir compte aussi des angles morts des premiers dispositifs.
Concernant le fonds de solidarité, nous avons écouté les entrepreneurs et les indépendants et nous avons apporté des améliorations qui sont, je crois, attendues. En premier lieu, nous avons décidé de modifier la base de calcul de la perte du chiffre d'affaires. C'est un point qui avait été d'ailleurs mentionné aussi par des parlementaires de cette Assemblée. Le mois, on ne prend plus le mois de l'année précédente comme référence obligatoire. On peut aussi prendre une moyenne mensuelle du chiffre d'affaires, en particulier pour tenir compte des activités qui sont heurtées en termes de chiffre d'affaires et faire en sorte d'avoir une approche plus juste de la perte du chiffre d'affaires des entrepreneurs. En deuxième lieu, nous avons décidé d'élargir le fonds aux entrepreneurs qui n'y étaient pas éligibles pour plus de solidarité. C'est le cas des agriculteurs membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun, de GAEC, des artistes auteurs. Vous savez comme moi combien la culture est aujourd'hui impactée, et des entreprises en situation difficile, celles en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde. Nous avons enfin décidé d'augmenter le plafond de l'enveloppe complémentaire dont peuvent disposer les entreprises au cas par cas. Donc, je le rappelle, le dispositif se fait en deux temps. Un premier temps où les entreprises éligibles reçoivent 1 500 € et un deuxième temps où elles peuvent présenter un complément de dossier. Pour le mois de mars, le complément pourra être de 2 000 €. Pour le mois d'avril, cette aide complémentaire sera portée à 5 000 € pour tenir compte effectivement des charges fixes de beaucoup de TPE auxquelles elles ne peuvent faire face. Le fonds de solidarité passera en conséquence de 1 milliard d'euros à 7 milliards d'euros. Je tiens d'ailleurs à saluer l'effort des régions et leur contribution à hauteur de 500 millions d'euros, ainsi que l'effort des assureurs qui ont annoncé abonder le fonds à hauteur de 400 millions d'euros. Concernant le soutien aux entreprises stratégiques, nous l'avons considérablement renforcé. Il passera par un abondement de compte d'affectation spéciale de l'Agence des participations de l'État à hauteur de 20 milliards d'euros. Il y a une liste d'entreprises qui peuvent être des entreprises qui sont aujourd'hui gérées dans le portefeuille de l'APE. Ça peut être des entreprises dans lesquelles BPI France est actionnaire ou des entreprises où aucun actionnaire, en tout cas ni BPI ni APE ne figure, mais qui pour des raisons stratégiques méritent tout notre intérêt. Dernier point, nous donnons les moyens de venir en appui des ETI critiques de notre pays. C'est tout l'enjeu de ce volet autour des entreprises en difficulté, puisque nous avons renforcé le FDES à hauteur de 1 milliard d'euros. C'était 75 millions d'euros en fonctionnement normal. C'est le fonds que nous appelons pour organiser des situations de rebond ou de reprise dans tous les dossiers d'entreprises en difficulté que nous gérons. Pour renforcer les fonds propres des entreprises de plus petite taille, de 50 à 250 salariés, nous proposerons également par amendement la mise en œuvre d'une enveloppe d'avance remboursable à hauteur de 500 millions d'euros. Nous aurons comme ça toute une boîte à outils disponible pour répondre à chaque catégorie d'entreprise, en particulier industrielle. Je conclurai en rappelant effectivement l'importance de ce plan. 110 milliards d'euros de dépenses évaluées au total, qui portent le niveau d'endettement de la France à 115%, le déficit public à 9% en 2020. Cet endettement, il est nécessaire, les circonstances l'exigent, mais c'est aussi un moment un peu particulier, je crois, de notre histoire économique et de notre histoire politique. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Olivier Dussopt, donc secrétaire d'État, qui suit plus particulièrement les questions liées à la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour saluer Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame et Monsieur le Ministre. Sur la question de la fonction publique, nous avons prévu dans le projet de loi de finances rectificative un article qui permettra d'exonérer de cotisations et d'exonérer d'impôts les primes qui seront versées aux agents publics. Nous avons acté, et des décrets seront publiés prochainement pour matérialiser et donner un fondement juridique à tout cela, le fait d'attribuer des primes aux agents publics qui connaissent dans la période de confinement qui est la nôtre et dans la crise sanitaire que nous traversons, un surcroît d'activité. Pour la fonction publique hospitalière, ce sont des primes qui seront financées dans le cadre des dépenses inscrites dans le PLFSS, dans l'ONDAM. Gérald Darmanin rappelait que l'ONDAM étant indicatif et non pas impératif, nous avons cette possibilité et les crédits qui sont prévus à hauteur de 8 milliards d'euros permettront de financer cela, entre autres. Et le Président de la République et le Premier ministre l'ont dit, les soignants qui officient partout sur le territoire national
verront leurs heures supplémentaires payées, alors que généralement, très souvent en tout cas, elles sont placées sur des CET ou récupérées, payées et majorées de 50% sur tout le territoire. Par ailleurs, une prime forfaitaire, exonérée de cotisations et d'impôts, sera versée aux soignants à hauteur de 1 500 € dans les départements qui appartiennent aux 28 départements à date, qui sont considérés comme particulièrement impactés par le virus, ou dans les 128 établissements répartis dans les autres départements et qui ont accueilli des malades du coronavirus. Il y a évidemment des établissements dans les départements qui ne sont pas considérés comme particulièrement impactés et qui n'ont pas accueilli de malades du Covid. Dans ces établissements, la prime ne sera pas de 1 500 € mais de 500 €. Une discussion est ouverte avec le secteur médico-social, avec les collectivités territoriales, pour faire en sorte que les soignants des EHPAD puissent bénéficier du même type de dispositions, mais la multiplicité des employeurs nous oblige à un peu plus de temps pour arrêter les dispositions. Pour la fonction publique d'État, la prime telle qu'elle sera prévue par décret et donc exonérée d'impôts et de cotisations à nouveau, sera une prime plafonnée à 1 000 €. Ce sont les ministères employeurs qui décideront du périmètre d'éligibilité de la prime en fonction du surcroît d'activité des agents en présentiel, parfois, mais de manière certainement plus marginale, agents en télétravail. Et cette prime pourra être accordée soit à hauteur d'un tiers à 330 €, soit de 2 tiers ou en plafond à 1 000 €. Nous estimons qu'environ 400 000 agents publics de l'État, titulaires ou contractuels, il n'y a pas de différence entre les statuts, seront éligibles pour un coût total de 300 millions d'euros. Et ces 300 millions d'euros peuvent être financés en gestion puisque nous sommes aujourd'hui encore en début d'année et c'est dans le cadre du schéma de fin de gestion avec les différents ministères que nous procéderons aux ajustements nécessaires pour permettre le financement de cette prime. Pour la fonction publique territoriale, les collectivités locales pourront, de manière tout à fait volontaire, en respect du principe de libre administration, délibérer pour créer cette prime au sein de leur périmètre, pour leur personnel. Elle sera plafonnée à 1 000 € et ce sont les collectivités qui décideront des agents éligibles et du montant entre 0 et 1 000 € qui sera accordé. Je précise que les agents qui sont en autorisation spéciale d'absence ne sont pas éligibles à cette prime puisqu'il s'agit de reconnaître un surcroît d'activité. J'ajoute, Monsieur le Président, qu'en plus du PLFR, nous avons aussi présenté ce matin au Conseil des ministres une ordonnance sur la gestion des congés et des RTT dans la fonction publique. Et cette ordonnance peut être résumée en 3 points. Pour les agents d'autorisation spéciale d'absence, qui sont rémunérés à hauteur de 100% de leur traitement, contrairement au chômage partiel du secteur privé qui était lui rémunéré à hauteur en moyenne de 84%. Les employeurs publics, l'État le fera, les collectivités pourront le faire si elles le décident, pourront décompter 5 jours de RTT pour le mois qui vient de s'écouler, entre le 15 mars, début du confinement, et la présentation de l'ordonnance en Conseil des ministres. Pour la période de confinement qui est devant nous, les collectivités ou l'État pourront imposer aux agents en ASA la prise, le décompte de 5 jours de RTT ou de congés payés. Pour les agents qui sont en télétravail, il n'y a pas de mesure rétroactive, mais les employeurs publics pourront imposer, si c'est nécessaire, s'ils le souhaitent, 5 jours de congés ou de RTT aux agents en télétravail, à condition bien évidemment de respecter ces périodes de congés et de ne pas programmer du travail à distance pendant cette période-là. Enfin, nous avons pris un certain nombre de mesures techniques qui visent à faire en sorte que ces congés imposés, comme dans le secteur privé, lors des mois d'avril et éventuellement mai, ne soient pas générateurs de jours de fractionnement. Ça serait contre-productif par rapport à l'objectif de reprise d'activité que nous recherchons. Nous avons aussi fait en sorte de permettre, et ça sera l'objet d'un décret, de basculer sur les CET, les comptes épargne-temps des agents, les reliquats de congés 2019, ainsi que les congés payés générés par les périodes d'autorisation spéciale d'absence. Donc ces mesures entreront en vigueur très vite. L'État va les appliquer aux agents de la fonction publique d'État, à l'exception des enseignants et des personnels dont le statut est régi différemment, c'est-à-dire dont le temps de travail est compté en heures et qui ne maîtrisent aucunement les dates de leur propre congé. Il faut aussi préciser que la fonction publique hospitalière n'est pas concernée par ces dispositions. Et enfin préciser que dans le cas des agents publics, où des agents publics auraient pris des congés pendant la période de confinement et que ces congés n'auraient pas été annulés par leurs employeurs, ces congés seront décomptés des 10 jours de plafond de manière à éviter ce que les représentants de la CFDT lors des concertations ont qualifié de double peine et donc nous les avons entendus et intégrés cette disposition. Et enfin, ces 10 jours pourront être proratisés, notamment pour les agents à temps partiel, pour ceux qui auraient des périodes d'arrêt maladie ou encore
pour tenir compte des systèmes de roulement qui sont parfois mis en place. Et cela fait partie des dispositions qui accompagnent ce PLFR pour faciliter la gestion des ressources humaines. L'État va le faire, les collectivités pourront le faire, de la même manière qu'elles pourront voter la prime si elles le souhaitent. Et j'ajoute, pardonnez-moi cette parenthèse ou ce retour en arrière, que concernant le vote de la prime, c'est une demande quasiment unanime des associations d'élus que de pouvoir attribuer cette prime de manière exceptionnelle et indépendamment du fait qu'elles aient déployé ou non le RIFSEP sur les cadres d'emploi de leurs effectifs. Merci, Monsieur Dussopt. Eh bien, après ces trois interventions bien coordonnées, bien complémentaires, bien entendu, nous allons nous tourner vers les membres de la commission et peut-être commencer, comme il est de tradition, par le rapporteur général, Albéric de Montgolfier, qui est actuellement en province. Albéric ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend bien. Très bien. D'abord, merci pour saluer les ministres, vous remercier, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, d'avoir bien voulu nous transmettre des éléments en amont et bien sûr accepter de nous transmettre, comme nous le souhaitions, tous les éléments au fil de l'eau concernant notamment l'exécution du PLFR 1, donc ça va sans doute continuer pour le PLFR 2. Donc nous sommes réunis pour ce deuxième PLFR. Ce qu'on avait évidemment noté lors du premier, ce que j'avais dit, c'est que d'une part les chiffres étaient malheureusement en deçà de la réalité. On l'a vérifié, on avait été tous très modestes à l'époque sur le chiffrage. Et on avait dit qu'on serait amené malheureusement, j'allais dire, à se revoir prochainement. Donc ce sera le cas la semaine prochaine pour ce PLFR qui ajuste un certain nombre de dispositifs, qui les corrige également. Ma première question porte sur le macroéconomique, puisque nous avons également le programme de stabilité, même si ça peut paraître anecdotique en ce moment, mais c'est un document qui reprend pour l'essentiel les dispositions du PLFR 1 et du PLFR 2. Et je voudrais vous interroger sur l'hypothèse de croissance que vous avez prise, puisque, si on prend par exemple ce que dit le FMI, et la plupart des instituts de conjoncture, nous avons eu une audition d'économistes hier soir, tout le monde semble tabler sur une reprise relativement lente, une sortie du confinement qui ne serait que progressive. Or, l'hypothèse que vous avez prise, semble-t-il, amène à privilégier un scénario de rebond rapide. Alors, j'aimerais savoir sur quel élément la France peut compter pour espérer une reprise rapide. J'ai vu tout à l'heure l'interview de Bruno Le Maire qui regrettait la forte collecte du livret A et la faible consommation. Je veux dire, mais j'entends bien ce discours, mais comment en ce moment inciter les Français à consommer alors que les commerces sont fermés, et ne pas épargner. Donc la question qui se pose, si le confinement se prolonge ou si du moins la sortie est progressive et lente, est-ce qu'on peut espérer un rebond rapide? Donc c'est une question qui porte plutôt sur le programme de stabilité. La deuxième question, mes autres questions vont être très rapides pour laisser la place aux collègues, elles portent sur le PLFR et notamment sur la question de la garantie par l'État des prêts bancaires. Nous avons eu une audition ce matin du gouverneur de la Banque de France qui a reconnu qu'il y avait un certain nombre de difficultés. Certaines remontaient au médiateur du crédit, certaines ne remontaient pas au médiateur du crédit, tout simplement parce que les banques ne répondaient pas et évidemment on n'a pas de refus de prêt formel. Certaines banques demandent des cautions, ce qui, le gouvernement nous a dit, ce n'est pas normalement possible. D'autres banques demandent un certain nombre de documents qui est difficile d'obtenir en ce moment. Et puis, un certain nombre d'entreprises se trouvent exclues du dispositif par les textes mêmes qui prévoient la garantie de l'État. Je prends 2-3 exemples. Des entreprises qui sont parfois en démarrage, qui n'ont pas une notation suffisante de la Banque de France, qui sont moins bien notées par la Banque de France, au-delà de 5+, souvent un refus de prêt. Des entreprises qui ont pu connaître une difficulté, nous avions évoqué avec Madame la secrétaire d'État cette question lors du PLFR 1, et c'est vrai, elle sera, je vous en remercie, en partie résolue par le PLFR 2, les entreprises en difficulté. Les sociétés civiles immobilières qui sont importantes pour les commerces, pour l'hôtellerie, pour les activités, pour porter des bâtiments industriels et qui se trouvent également exclus. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller garantir les prêts des particuliers, mais un certain nombre d'activités professionnelles et de SCI sont parfois employeuses ou du moins portent de l'immobilier professionnel et sont exclues du dispositif. Voilà. Est-ce que sur ces exclusions, vous êtes conscient des limites du dispositif et est-ce que le gouvernement est prêt à évoluer?
Et j'ai une question complémentaire. Pour quelles raisons ne pas avoir une garantie possible à 100%, au moins pour les PME, comme le font l'Allemagne et l'Italie? J'ai eu encore un exemple tout à fait concret tout à l'heure, d'une entreprise, d'une PME qui s'est refusé son prêt par une grande banque de réseau mutualiste. Et le prétexte était nous avons à prendre un risque de 10%. Donc voilà. Alors je comprends que pour les très grandes entreprises, on puisse avoir une limite de garantie, que les banques doivent prendre leur quote-part, mais pourquoi la France a un dispositif qui est moins favorable que l'Allemagne de ce point de vue, ou que l'Italie? Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a reconnu tout à l'heure que l'État pourrait faire des prêts directs aux PME. Alors plutôt que de faire des prêts directs aux PME, n'est-il pas plus utile de permettre la garantie de l'État à 100% et de faire en sorte que les banques puissent faire leur travail de prêteur plutôt que d'envisager des prêts directs par l'État? Troisième question sur les limites du fonds de solidarité. Je remercie le gouvernement d'avoir écouté, entendu les différentes remontées du terrain et de l'avoir élargi. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il y a des cas qui mériteraient encore d'être couverts? Est-ce qu'il y aura des amendements pour élargir ce fonds de solidarité? Je vais m'arrêter là. J'ai juste une dernière question peut-être budgétaire. Il y a 4,2 milliards de crédits, si j'ai bien lu le PLFR, qui sont annulés sur les remboursements et dégrèvements. 4 milliards d'annulations, alors qu'on avait ouvert en PLFR le 23 mars 4 milliards. Alors pourquoi ces annulations alors qu'on venait d'avoir des ouvertures de crédit plus importantes à cet instant? Et puis je ne résiste pas à une dernière question sur le chômage partiel. Donc les chiffres ont totalement explosé. On a plus de 24 milliards d'euros aujourd'hui. Je pense que c'est en effet un bon dispositif. Il vaut mieux avoir supporté un choc temporaire et un coût très important pour l'État de chômage partiel que d'avoir des entreprises qui soient contraintes de licencier. Néanmoins, ne considérez-vous pas qu'il y a un certain nombre d'abus? Je pense à des grandes entreprises. J'ai un exemple entreprise dans le domaine de l'audit et du conseil où les salariés ne subissent pas particulièrement une baisse d'activité et pourraient être en télétravail. Ils ne sont pas pas affectés par la difficulté de fermeture des commerces ou des fermetures. Et ils ont recours massivement au chômage partiel des cadres en expliquant que ça permet de garder, de conserver les marges. Est-ce qu'il n'y a pas des abus? La question d'Amazon, par exemple, qui dit qu'elle va fermer ses entrepôts en ayant recours au chômage partiel. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le dispositif de chômage partiel ne devrait pas d'abord aider les PME, les commerces, les entreprises qui sont effectivement fermées, alors qu'un certain nombre d'entreprises qui peuvent avoir recours au télétravail et ne devraient pas abuser du système? Voilà, je pose la question de manière très, très directe parce que le coût est totalement explosif. C'est un bon dispositif. Je pense que le gouvernement l'a très largement ouvert, on a fait la publicité. Il ne faudrait pas que le coût en devienne insupportable. Voilà, merci encore une fois, mesdames et messieurs les ministres, de votre écoute. Et je pense que nous serons amenés à nous revoir bien sûr la semaine prochaine, mais à suivre de manière très, très directe et concrète, grâce aux documents que vous nous envoyez de manière très régulière, la consommation de ces ouvertures de crédit qui sont évidemment considérables. Merci, monsieur le rapporteur général. Les ministres vont répondre à vos questions et puis ensuite nous allons débuter la longue série de collègues inscrits, puisque au moment où je vous parle, j'en ai déjà une quinzaine. Donc j'inviterai ceux-ci à être très brefs dans leurs questions, mais également du point de vue des réponses, malheureusement, il faudra essayer d'aller assez droit au but. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, pour répondre au rapporteur général. Merci, monsieur le rapporteur général. Il y a finalement deux questions budgétaires qui me concernent directement. La première est celle sur les dégrèvements. Pourquoi 4,2 milliards? Parce qu'en fait, assez logiquement, elles vont avec la baisse des prévisions d'impôts. C'est remboursements des dégrèvements qui diminuent, puisqu'il y a effectivement moins d'impôts. On pense qu'il y aura moins de dégrèvements. On est prêt à le justifier. Je voudrais quand même dire au rapporteur général, mais il sans doute bien volontiers, que la baisse des recettes fiscales constatées dans les prévisions, évidemment, est très indicative. On a encore très peu d'éléments qui nous permettent de les scientifiser.
Je vais seulement commencer à voir les effets sur la TVA. On a prévu à peu près 10 milliards de baisse de TVA. Sans doute cela s'aggravera-t-il un peu, même si la consommation, notamment par l'ouverture de la grande distribution ou du monde agricole, reste assez forte malgré tout. Je comprends qu'on aura une baisse d'impôt sur les sociétés autour de 20 milliards d'euros. Parce que les marges évidemment des entreprises vont s'amenuire, donc je pense que l'impôt sur les sociétés baissera encore plus vite évidemment que la TVA. On aura à peu près 4 milliards d'euros de baisse d'impôt sur le revenu. On le constate d'abord parce qu'il y a une baisse évidemment de manière générale de la masse salariale, mais aussi le fait que les gens vont sur le dispositif de l'impôt à la source et suppriment leurs acomptes ou baissent leur taux en direct. Et donc on constate d'abord l'effet de l'impôt à la source pour aider les trésoreries des ménages et des indépendants, mais aussi tout simplement de la diminution de revenus que les contribuables anticipent. Et par ailleurs, on a prévu 1 milliard d'euros, par exemple, de baisse de TICPE. On pense que ce sera sans doute plus, mais c'est très difficile évidemment à constater maintenant. Et donc les dégrèvements et remboursements suivent ces diminutions mécaniques de prévision de recettes. Sur le chômage partiel, bon, ça relève évidemment de la ministre du Travail, mais vu les montants budgétaires, je me sens un peu concerné. Évidemment, ce chômage partiel, il n'est pas fait pour permettre aux gens soit de faire travailler les gens alors qu'ils sont en chômage partiel, c'est totalement illégal, bien sûr. La ministre du Travail a annoncé des contrôles, soit des personnes qui pourraient utiliser, alors que leur secteur d'activité peut continuer, à mettre une partie de leurs collaborateurs en chômage partiel. Ce n'est pas l'esprit du tout de la disposition votée, me semble-t-il, par les parlementaires. Si vous avez des exemples concrets, n'hésitez pas à nous les faire passer, c'est un point important. Ce qui explique d'ailleurs peut-être en partie, pas toujours, mais que les directs mettent un petit peu de temps parfois à valider. C'est parce qu'ils peuvent avoir une discussion sérieuse et normale avec le chef d'entreprise pour évoquer le fait que ces entreprises ne sont pas directement concernées par les mesures de chômage partiel. Donc s'il y a des abus, ils seront évidemment sanctionnés. J'attire d'ailleurs l'attention de monsieur le rapporteur général sur le fait que c'est à peu près la même problématique sur les reports de charges. Nous avons eu des demandes de reports de charges très importants, venant parfois de secteurs qui n'étaient pas directement impactés par la crise. Je pense notamment à la banque ou à la grande distribution, ce n'est pas le cas de tous les secteurs, mais de quelques-uns, voire même de sociétés qui travaillent directement avec l'État, dont on connaît les marchés, ou au contraire où l'État est administrateur. Je me suis permis d'appeler directement ces présidents ou présidentes directeurs généraux pour leur rappeler que les reports de charges ne sont pas des facilités de trésorerie. Elles sont faites de manière exceptionnelle pour payer avant tout les fournisseurs et pour sauver les entreprises, pas pour attendre savoir ce qui va se passer demain. Voilà. Donc dans tous les appels que j'ai pu passer, j'ai pu constater d'ailleurs que les dirigeants d'entreprise le comprenaient et ont finalement payé ces charges. Donc évidemment, ces dispositions qui coûtent très cher, soit en trésorerie, soit en dépenses publiques, comme le chômage partiel, ne doivent pas être abusées, bien sûr, même si le temps n'est pas forcément au contrôle, sans doute faut-il limiter effectivement ces abus. Je laisserai peut-être Madame la secrétaire d'État répondre à toutes les questions économiques. Merci beaucoup. Sur la prévision de PIB à moins 8%, je veux redire donc à ce stade, la prévision du FMI est à moins 7,2% pour la France, l'Italie moins 9,1%, l'Espagne moins 8%, la zone euro moins 7,5%. Donc on est sur des métriques qui sont assez comparables. Si l'on regarde les prévisions de croissance d'un certain nombre de banques ou de consensus, on tourne pour la France, pour ceux qui n'ont pas remis à jour leur consensus, donc je les écarte, mais entre moins 5 et moins 7,4%. Donc on est quand même toujours dans les mêmes métriques. Et pour répondre très directement à votre question, monsieur le rapporteur général, on est bien sur un scénario de 8 semaines de confinement et de reprise, de redémarrage progressif de l'activité. On n'est pas sur un scénario de rebond. Sur la question des prêts garantis par l'État et des points que la Banque de France a mentionné le gouverneur de la Banque de France a mentionné dans son audition. C'est des sujets qu'on suit de très près. J'ai moi-même réuni la Chambre des métiers de l'artisanat de France, CMA France, CCI France et la Fédération des banques, FFB, pour faire le point sur le traitement des dossiers des très petites entreprises et effectivement pousser des schémas où, il y a une automaticité
sur les dossiers qui ne font pas grief. Donc c'est tout ce qui est notation de 5+ et supérieur, avec une homogénéité des documents qui sont demandés. Effectivement, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'un prévisionnel de trésorerie à 12 mois n'a pas de sens aujourd'hui, a fortiori s'agissant d'un commerce qui est fermé. Ce point est aujourd'hui clair entre nous et les banques. Il faut prendre en compte le fait que les banques partent d'un référentiel classique d'instruction de dossier et doivent faire face à un nouveau référentiel qui est avec une garantie d'État et avec des questions qui ne répondent pas à celles qu'elles posent d'habitude. Il est possible de demander la notation de la Banque de France lorsqu'on n'en dispose pas. Il est évidemment possible de faire appel à la médiation du crédit. Et effectivement, nous, notre dispositif de sécurité, c'est le FDES. Parce que lorsque vous êtes engagé par une garantie d'État à 100%, ça revient à faire un crédit direct de la part de l'État à l'entreprise. On a un système qui a fait la preuve de son efficacité, c'est le FDES, et qui pourrait être utilisé sur l'ensemble du territoire. Je voudrais préciser une chose sur le dispositif de garantie à 100% pour l'Allemagne. Il est réservé aux entreprises qui sont bénéficiaires depuis 3 ans. Donc ça ne correspond pas vraiment à un dispositif orienté vers les entreprises en difficulté. C'est peut-être la nuance qu'il faut avoir en tête. Sur le fonds de solidarité, nous avons effectivement pris en compte assez largement beaucoup de thématiques d'élargissement. La prochaine étape, ça sera clairement de faire un dispositif ou des dispositifs orientés. Le président de la République l'a annoncé dans son allocution de lundi, orientés sur le tourisme, la culture, l'événementiel, l'hôtellerie, restauration. Et les pistes qui sont examinées, c'est notamment un élargissement de cette approche à des entreprises dont la taille serait un peu supérieure à celle que nous retenons aujourd'hui comme très petite entreprise, donc moins d'1 million de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés, pour avoir une réponse opérationnelle et concrète pour ces entreprises particulières. Sur le chômage partiel, je voudrais juste compléter sur un point, pour avoir eu à traiter aussi ces dossiers avec Muriel Pénicaud. Il est clair que les demandes de chômage partiel de grandes entreprises sont examinées directement par le cabinet de la ministre et par la ministre elle-même, qui va poser des questions sur mais pourquoi donc 40% de personnes en chômage partiel? À qui cela correspond-il? Quelle est la part de fonction support? Quelle est la part de fonction dans les boutiques, etc. Donc ce n'est pas un chèque en blanc qui est fait aux entreprises. Il faut également avoir en tête, s'agissant des entreprises qui sont dans le domaine du conseil, qu'en réalité toutes les prestations ont été arrêtées. Donc elles sont elles-mêmes confrontées à des situations, pour une partie d'entre elles, de chiffre d'affaires zéro. Si c'est du commissariat aux comptes, c'est plus inquiétant parce que théoriquement, c'est un peu le moment où elles doivent sortir les comptes et il y a un certain nombre d'entreprises qui en ont besoin d'avoir de la visibilité sur leurs comptes. En tout état de cause, comme l'a très bien dit Monsieur le Ministre, il y a des contrôles et il y aura des contrôles. Merci beaucoup. Alors, mes chers collègues, à moins que Olivier, non, il n'y avait pas vraiment de questions du... Donc, nous allons débuter la longue série de questionnements de mes collègues. On va évidemment les regrouper parce que j'en ai maintenant 16, donc ça va être très compliqué. Donc, j'attire vraiment l'attention de chacun sur la responsabilité à être concis. Jérôme Bacher, pour commencer, suivi d'Éric Bocquet. Jérôme. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, merci. Je vais poser une question sur les primes, justement, pour Olivier Dussopt, parce que je n'ai pas tout compris dans l'histoire des 500 ou des 1500 euros pour les Covid, suivant qu'on ait été soumis ou pas au Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, quelques régions, certes, ont été soumises, mais demain, peut-être que toutes les régions mériteraient 1500, donc je n'ai pas forcément compris cette nuance. Mais au-delà de cette prime, je n'ai pas compris non plus la philosophie qui justifiait le passage pour le RSA à des primes ou pour les fonctionnaires d'État à des primes ou des collectivités locales. Je pense que chacun doit prendre son effort. Il y a le sujet particulier des soignants et on le comprend bien. Je suis totalement d'accord sur le PLFR, les montants et l'esprit et la philosophie de manière générale, mais cette partie-là, découverte un peu au débeauté lundi soir par le Président de la République, me laisse un peu pantois. Merci, merci.
Merci Jérôme. Éric Bocquet, puis Arnaud Bazin. Éric Bocquet. Oui, bonsoir. Oui, on t'écoute, Éric. Messieurs les ministres, Madame la ministre. Alors, ma question portera davantage sur un cadre un peu plus large que celui strictement parlant du PLFR. On aura l'occasion d'y revenir en commission et en séance la semaine prochaine. Non, ma question porte davantage sur le cadre européen et notamment le rôle de la BCE, ou que la BCE, à mon avis, pourrait avoir dans cette situation extrêmement grave. On voit bien que les chiffres qui sortent depuis quelque temps sur les baisses annoncées du PIB sont loin d'être stabilisés. Le déficit va exploser, c'est une évidence. Est-ce que la gravité de la situation, à mon avis, n'imposerait pas des mesures tout à fait exceptionnelles, des mesures non conventionnelles au niveau de la BCE? Est-ce qu'on n'a pas raté le coche à Bruxelles la semaine dernière? Est-ce qu'on n'est pas encore dans l'orthodoxie monétaire chère à nos partenaires? Je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, au Luxembourg, à l'Autriche par exemple. Et je veux mettre en contrepoint l'exemple de ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec la Banque centrale britannique, qui va financer directement le Trésor dans cette crise afin de l'aider à affronter les ravages sanitaires et économiques. Donc c'est quand même un sacré tabou qui vient de tomber avec cette décision, un tabou de la doxa libérale que l'on connaît, à savoir l'indépendance des banques centrales et l'interdiction qui leur est faite de financer directement les États. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre avait tenu ce propos conforme à la doxa le 6 avril, et 3 jours plus tard, il annonce cette décision selon laquelle la Banque d'Angleterre va financer directement le Trésor britannique. La Réserve fédérale américaine a pris une décision analogue. Est-ce qu'il ne serait pas temps de redéfinir le rôle de la BCE dans cette crise dont on ne mesure pas encore tout à fait, à mon avis aujourd'hui, l'ampleur et la profondeur dans les mois et les années qui viennent? Merci. Merci Eric. Arnaud Bazin, puis Roger Carucci. Arnaud Bazin. Oui, merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres. L'essentiel des mesures du premier PLFR visait certainement à assurer le maintien d'une trésorerie suffisante dans les entreprises, à l'exception des mesures de chômage partiel pour celles qui en relevaient et du Fonds de solidarité. Mais certains secteurs d'activité sont surtout inquiets pour leur compte d'exploitation plus que sur leur trésorerie. Et ce deuxième PLFR doit avoir, à mon sens, comme objectif de resserrer le tamis de la raquette si on ne veut pas perdre trop d'entreprises en route. Ainsi, le secteur du bâtiment, où les marges sont habituellement faibles, rencontre des surcoûts lors de la reprise d'activité, difficultés, renchérissement d'approvisionnement, impossibilité de tenir les délais, baisse de productivité liée aux précautions sanitaires. En matière de marché public, une ordonnance apporte des réponses. Avez-vous l'intention d'en généraliser les principes au marché privé, qui sont la plus grande part de l'activité des entreprises du bâtiment? D'autres petites entreprises présentent la particularité de devoir conserver leur main-d'œuvre avec une production nulle ou très limitée. Il y a beaucoup d'exemples, j'en citerai par exemple 2 sur des entreprises qui travaillent avec des animaux, les centres équestres ou les éleveurs de chiens. Là, il faut continuer à nourrir et entretenir les animaux. L'activité commerciale est arrêtée ou largement diminuée. Au-delà de cet exemple, avez-vous une méthode pour recenser et traiter tous les cas particuliers de l'économie réelle, par exemple aussi comme le cas des conjoints collaborateurs oubliés de tous les dispositifs? De même, les entreprises actuellement en procédure de sauvegarde ou de redressement sont exclues des emprunts de trésorerie, mais ne peut-on envisager un fonds d'assistance à ces entreprises en procédure qui pourrait prendre en charge les frais de procédure et leur permettre de sortir moins affaiblies de cette situation? Enfin, je voudrais signaler, en m'écartant un peu du sujet, une distorsion concernant les collectivités territoriales dans le premier train d'ordonnance. Le vote du budget primitif était possible jusqu'au 31 juillet, mais celui des taux ne l'est que jusqu'au 3 juillet. N'y a-t-il pas lieu de remédier à cet écart? Merci de votre attention. Merci Arnaud. Roger Carucci, puis Victorin Lurel. Roger. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Enfin, rebonjour depuis ce matin. Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, 2 questions rapides. La première concerne un peu l'optimisme et la confiance. Vous dites vous-même que tous les calculs ont été faits sur 8 semaines de confinement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop confiant sur le fait qu'au terme de ces 8 semaines, il n'y aura plus de problème, entre guillemets, liés à la crise sanitaire, entraînant des conséquences économiques ou sociales plus lourdes d'ici la fin de l'année?
Ça m'amène d'ailleurs à vous poser ma première question. Est-ce que vous pensez réellement, comme le disent les instituts, que nous pouvons espérer une croissance de 4,5% en 2021 ? Et est-ce que l'épargne ira réellement vers la consommation ? Et est-ce que les gens ne vont pas être tellement choqués par cette crise qu'évidemment, il y aura plus d'épargne que de consommation ? Ma deuxième question, rapide, portera sur tout le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration. La fin du confinement ne signifiera pas malheureusement la fin de leurs difficultés. On a déjà appris que tout l'été était quasiment transparent sur le plan de l'activité pour eux. Il n'y aura pas d'ouverture des frontières, il n'y aura pas de saison touristique. Ça veut dire que tout ce secteur est sinistré en réalité jusqu'à la fin de cette année. Est-ce que les mesures prévues, y compris celles envisagées par Jean-Baptiste Lemoyne, seront suffisantes pour préserver nos atouts touristiques en France? Merci. Merci Roger. Victorin Lurel, puis Bernard Delcros. Victorin? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien. On m'entend? Oui, merci. Oui, parfaitement. J'ai eu des problèmes hier avec mon micro. Madame la ministre, messieurs les ministres et chers collègues, j'ai deux séries de questions sur la situation des entreprises françaises, notamment celles qui sont au CAC 40. Avec leur faiblesse de valorisation, on a perdu près de 40% de leur valeur. Il y a des possibilités de raids agressifs ou des OPA très offensives. J'ai cru comprendre que vous aviez décidé d'abonder le fonds, le compte d'affectation spéciale de 20 milliards. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Est-ce que c'est 14 milliards abondant les 5 milliards 8 qui sont aujourd'hui disponibles, 4,2 milliards en solde cumulé et le milliard 6 pour le Fonds pour l'innovation et l'industrie. Est-ce 14 milliards ou 20 milliards de plus? Deuxième question, que devient le F2I? Est-ce que c'est une mise en pause ou une remise en cause durablement remise en cause? J'aimerais être éclairé sur ça. Sur spécifiquement les Outre-mer, 80% des entreprises ont moins de 0 salariés. Donc, elles ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Ensuite, elles doivent être, comme toutes les autres entreprises, à jour de cotisation. Est-ce qu'il est possible, messieurs et madame la ministre, est-ce qu'il est possible de faire ce qui avait été fait en 2012, une circulaire de la DSS, de la Direction de la Sécurité sociale, qui permettrait de mobiliser les créances détenues sur les collectivités? Beaucoup de collectivités territoriales ne payent pas à temps. Alors, la CGSS refuse d'escompter ou de mobiliser ou refuse la cession de ces créances pour s'acquitter de leurs charges sociales. Est-ce qu'on peut, là, très rapidement, sur 6 mois, comme on l'avait fait à l'époque, permettre de payer ces charges avec une mobilisation de créances commerciales ou de créances détenues sur les collectivités? Sur le chômage partiel, je pense sincèrement qu'il faut mieux aider la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. On va garantir leurs prêts, mais je pense que la solidarité et le fait d'être français transcendent les statuts. Ils ont un régime d'autonomie de l'article 74, mais je pense qu'il faut les aider pendant quelques mois à mettre au point un régime de chômage partiel pour préserver l'emploi chez eux. Enfin, deux dernières choses. Il faut sauver les compagnies aériennes, Air France bien entendu, mais toutes les compagnies qui desservent les Outre-mer. Il y a là un vrai sujet. Et enfin, on a un problème spécifique en Guadeloupe et à Mayotte, c'est la distribution de l'eau. On ne peut plus se cacher derrière l'inertie des élus depuis 40 ans. Il faut aujourd'hui une intervention forte de l'État. J'ai écrit au ministre de l'Économie et des Finances pour faire des propositions, notamment de subventions et de garanties, à condition de trouver la structure pour porter tout ça. Voilà, merci. Merci Victorin. Bernard Delcros, es-tu là? Puis Didier Rambaud ensuite. Bernard. Merci Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Bien, Madame, Messieurs les ministres, d'abord merci de votre présentation très claire et très précise et des premiers éléments de réponse. J'aurai 3 questions, mais je ne serai pas long, Monsieur le Président. La première porte sur les reports d'échéances fiscales et sociales, qui est une mesure évidemment importante qui permet de répondre à l'urgence de la situation. Le projet de loi de finances rectificative deuxième génération, si je peux dire, prévoit une augmentation très importante de l'enveloppe consacrée à cette mesure et c'est évidemment tout à fait nécessaire.
Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur d'éventuelles annulations de cotisations patronales et salariales? Dans un certain nombre de cas, est-ce que les reports d'échéance sociale pourra se traduire par une annulation? L'envisagez-vous? Si oui, quels pourraient en être les bénéficiaires et quels seraient les critères? Ma deuxième question concerne le chômage partiel. Là aussi, l'enveloppe est portée à 24 milliards d'euros. C'est tout à fait important et essentiel pour soulager les entreprises et maintenir l'emploi. Mais ce chômage partiel, sur quelle durée l'envisagez-vous? Parce que évidemment, il y a la situation aujourd'hui, il y a des entreprises qui reprennent d'ailleurs déjà petit à petit le travail, d'autres qui vont le reprendre après la première phase de confinement, mais on sait aussi qu'il y a d'autres entreprises qui ne pourront pas reprendre leur activité pendant plusieurs mois. Envisagez-vous de pouvoir faire perdurer le temps nécessaire cette mesure de chômage partiel pour préserver nos entreprises? Et puis la troisième question, mais Monsieur le ministre Darmanin, vous y avez en partie répondu, concernait l'impact de la contraction de l'économie sur les recettes fiscales. Donc vous nous avez donné une évaluation globale concernant la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TICPE. A-t-on une évaluation aujourd'hui ou pourra-t-on faire une évaluation de l'impact de la baisse des recettes fiscales, cette fois-ci concernant les collectivités locales? Je parle de la CVAE, je parle des DMTO, de la taxe de séjour et d'autres recettes qui vont évidemment venir impacter les collectivités locales. Et puis j'avais une question très pratique pour les entreprises sur le fonds de solidarité, mais Madame la ministre, vous y avez répondu. Celles qui ont bénéficié de 1 500 € au titre du fonds de solidarité pourront demander un complément à hauteur de 5 000 ou 6 500 €, mais vous y avez répondu de façon précise et favorablement. Je vous en remercie. Merci bien Bernard. Didier Rambaud. Didier, es-tu là? Merci, vous m'entendez? Oui, et puis Vincent Capo-Canella, ensuite on fera une pause. Oui, merci tout d'abord, Président, de ne pas m'avoir oublié cette fois-ci. Trois questions rapides. Tout d'abord, concernant l'impact du coût du pétrole. Je suis assez surpris que jusqu'à présent, on en parle peu. Or, depuis le G20 du week-end dernier, on a acté une double décision, à la fois la limitation de la production du nombre de barils par jour et aussi un prix du baril autour de 35 $. Est-ce que l'impact de ce coût du pétrole, qui est plutôt très bas, a été intégré un peu dans nos prévisions de croissance? Deuxième question concerne un peu dans le même esprit que Bernard Delcros sur le report des charges. Effectivement, maintenant, on parle plutôt d'annulation de charges. Moi, je considère que c'est un peu prématuré comme question. Néanmoins, est-ce qu'il est envisageable de faire une annulation de charges par secteur? Est-ce que c'est juridiquement possible? Parce que je pense que pour certaines branches, il faudra l'aborder. Et enfin, la troisième question qui concerne les conséquences des reports de charges pour les collectivités locales. Bon, j'ai bien entendu ce qu'a dit Gérald Darmanin en introduction, que ce n'était pas intégré dans ce PLFR. Néanmoins, je souhaitais faire un zoom particulier sur une recette fiscale qui est le versement transport, le versement mobilité, qui, je rappelle, est payé par les entreprises de plus de 11 salariés pour les autorités de mobilité. J'étais vice-président d'un syndicat de transport. Cette recette représente à minima un tiers des recettes des autorités de mobilité. Voilà, je voulais qu'on ait cela aussi en perspective. Merci. Merci Didier. Vincent Capo-Canellas. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame et Messieurs les ministres. Ma question porte sur le transport aérien. Le trafic aérien a été réduit très fortement, de l'ordre de 98%. Les conséquences sont majeures, bien sûr, d'abord pour les compagnies aériennes et pour tout un pan qui peut entraîner notre économie demain pour le redémarrage. Nous savons aussi que derrière les compagnies aériennes, il y a leur fonction d'achat d'avions, et donc c'est toute l'industrie elle-même aéronautique qui est potentiellement en risque. Évidemment, s'il y a moins de compagnies, il y a moins d'acheteurs, et on sait que les perspectives à moyen terme sont très difficiles à établir. Il faudra aussi demain penser à redonner confiance, essayer ensemble de redonner confiance aux voyageurs, et le milieu qui est confiné, qui est l'avion, n'est pas forcément l'endroit vers lequel on va le plus facilement se précipiter. Donc, première urgence, sans doute les compagnies. Je sais qu'il y a un travail qui a été engagé. Le ministre de l'économie y a plusieurs fois fait allusion, et encore ce matin. Tout à l'heure, Monsieur le ministre
en charge des comptes publics a évoqué d'ailleurs les reports de taxes qui sont contenus dans le budget annexe, dont acte, c'est bien. Ce matin, on a aussi compris que les 20 milliards qui étaient dans le compte affectation spéciale soutien aux entreprises pouvaient potentiellement être mobilisés. Donc ma question, c'est quel est le calendrier pour vous et comment vous voyez le soutien à ce secteur clé, en pensant d'abord aux compagnies, bien sûr, dans quel calendrier pouvons-nous y voir clair? Et puis je rejoins ce qui a été dit par Victorin Lurel notamment. On pense beaucoup à Air France, mais il y a d'autres compagnies, notamment celles qui desservent l'outre-mer. Il faut, je crois, un plan global. Un certain nombre de gouvernements ont déjà fait ce genre d'annonce. Je mesure que c'est difficile. Et en tout cas, on souhaite y voir un peu plus clair, autant que vous pourrez nous le dire, en tout cas au moins sur le calendrier. Deuxième point, ça peut être aussi l'occasion évidemment de faire de ce choc terrible quelque chose de remise à plat, une forme de remise à plat de ce secteur-là. Et donc, il y a peut-être des choses à réfléchir sur la consolidation européenne, sur la taxation, sur le financement de la sécurité, le financement de la sécurité sanitaire et le lien avec l'industrie de défense, parce qu'on sait tous que l'aérien porte aussi des innovations qui sont communes avec la défense. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes ouvert à cette deuxième réflexion plus stratégique? Je vous remercie. À chaque intervenant, on aura une deuxième série à peu près de même ampleur. Donc vous voyez que voilà, les questionnements ne manquent pas, évidemment. Cette crise auquel nous sommes confrontés est tellement multiforme qu'elle suscite beaucoup de sujets, de questionnements. C'est bien naturel. Vous allez vous efforcer d'y répondre, j'en suis sûr. Monsieur le ministre Darmanin. Merci, Monsieur le Président. Sur la question de Monsieur Bazin, puisque les premières ne m'étaient pas directement adressées, on va déposer un amendement, sans doute en projet de loi de finances, sur la question des arts autour du cirque ou des zoos, ou des refuges, qu'on est en train de discuter avec la ministre des Eaux en charge de ce sujet, ou du ministère de l'Économie. On verra quelles sont les dispositions spécifiques. On ne connaît pas encore pour l'instant le montant budgétaire, mais effectivement, il y a des choses effectivement qui relèvent de cela. Sur les taux qui sont distingués en date du vote du budget dans l'ordonnance prise par les ministres en charge des collectivités locales, effectivement, il y a une différence. Alors, on a repoussé à juillet. Espérons que les conseils municipaux puissent se tenir avant. De toute manière, il est possible de tenir. Les ordonnances se prévoient des conseils municipaux dématérialisés, comme nous faisons cette commission. Les séances du conseil régional se sont réunies très récemment, par ailleurs. Et il appartient évidemment aux collectivités, y compris de faire voter des taux, s'ils le souhaitent, dans ces conseils municipaux dématérialisés. On ne peut pas faire coïncider le vote du budget avec la date du dernier vote du budget avec la date du vote des taux, parce que arrive un certain moment où il faut que la production faite par la Direction générale des finances publiques, qui agit au nom des communes ou des collectivités, vous le savez bien, va entraîner un problème industriel extrêmement important sur la façon dont les élus vont pouvoir justement recouvrer les impôts pour leur prochain budget. Donc vraiment la date donnée par le ministère des Comptes publics ne peut pas être amendée. On le regrette, on aurait aimé effectivement faire distinguer les dates, mais ce n'est pas possible. On a déjà multiplié par 2 le temps qu'il faudra à DGFiP pour pouvoir, enfin diviser par 2 le temps donné à DGFiP pour pouvoir adapter toutes les impositions, évidemment très complexes pour les 36 000 communes de France. La question de Monsieur le sénateur ministre Carucci sur l'hôtellerie, la restauration, rejoint d'autres sujets autour de ces sujets. Moi, je vais me concentrer sur la question des charges. Et puis, vendredi, nous avons une réunion avec Monsieur Lemoine en charge du tourisme et Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances sur le plan de secteur, sur les aides particulières. Mais moi, je vais rester en tant que ministre des URSSAF ou du Fisc sur la question des annulations de charges. Plusieurs sénateurs ont posé ces questions. Bon, d'abord, il faut bien voir que ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'annulation sectorielle de charges. On l'a fait parfois sur des zones territoriales pour des cas extrêmement précis, par exemple la tempête Irma, on l'a fait pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Lors de la crise de 2009, il y a eu des annulations au cas par cas, mais il n'y a jamais eu d'annulation sectorielle des charges. Donc il faudra prendre une disposition législative en évitant qu'elle ne soit pas d'ailleurs contraire au bloc de constitutionnalité. Ça va poser sans doute un certain nombre de questions juridiques, mais enfin, nous allons appliquer la décision, évidemment, du président de la République. Le chiffre de 750 millions d'euros que j'ai donné, c'est pour l'instant les reports de charges demandés, les annulations de charges demandées de la part des secteurs évoqués par le président, hôtellerie, restauration, hébergement, événementiel, art et spectacle. Il est sans doute encore à modifier. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas demandé le report de charges que vous n'en bénéficierez
vous n'en bénéficierez pas. Donc moi, je ne veux pas distinguer les entreprises qui ont demandé le report de charge et puis celles qui ont payé leurs charges, puisque 60% des restaurants, par exemple, ont demandé le report de charge, mais il y a quand même 40% des restaurants qui ont quand même payé leurs charges. Donc il ne faut pas qu'on distingue, sinon c'est un découragement à payer évidemment ces charges. J'aurais bien souligné qu'il s'agit des charges patronales, pas des charges salariales. Les charges salariales seront payées par les salariés quand ils reprendront le travail, chacun peut le comprendre. Et nous allons donc travailler sur ce système d'exemption avec les professionnels pour que ce soit à la fois législatif, évidemment, constitutionnel, et que ça accompagne le plan souhaité. Alors, c'est tout à fait original, c'est tout à fait massif. Nous ne souhaitons pas d'annulation sur d'autres secteurs économiques. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien comprendre, mais ça je pense que chacun le comprend, c'est que si on ne paye plus les charges, on ne paye plus la protection sociale. Et on est quand même dans un système aujourd'hui où ce n'est pas l'État qui touche les charges, c'est bien les caisses. Et singulièrement, on arrive aujourd'hui à avoir moins de recettes, à avoir plus de dépenses, à payer les prestations sociales à l'heure, même parfois avancées, à payer les retraites à l'heure, à payer les agents publics. On voit bien qu'il y aura des très grosses tensions sur la trésorerie des administrations publiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'ACOS est bien incapable d'emprunter le montant, je ne parle pas des taux d'intérêt, le montant dont elle a besoin pour payer notamment les prestations sociales. Et c'est bien l'AFT, l'Agence France Trésor, qui le fait à sa place. C'est pour montrer l'état de tension de la trésorerie, chacun le comprendra. Donc, qui dit annulation de charges, dit problème technique, bien sûr, mais dit aussi tension sur les trésoreries. Nos financeurs se posant la question de savoir comment on va payer ou rembourser tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas de problème de trésorerie de charges pour les entreprises, puisque tous celles qui souhaitent le report l'obtiennent, et notamment les indépendants pour lesquels c'est automatique. La question posée, et sur le plan économique de relance, je laisserai peut-être la ministre l'évoquer de manière générale, ce n'est pas encore totalement arbitré. La question posée par le sénateur Lurel est compréhensible sur les spécificités ultramarines. D'abord, je voudrais le corriger, s'il me le permet. Les entreprises ultramarines ont tout à fait le droit, même avec 0 salarié, d'avoir le fonds. Peut-être que la ministre évoquera la question des autres étages, dans les étages régionaux, pourquoi on a mis des critères sur les salariés. Mais ils ont le droit au fonds indépendant à 1 500 €. Nous devons quand même avoir en face de nous des entreprises, et qu'elles soient ultramarines ou pas ultramarines, qui doivent être quand même à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Personne ne comprendrait qu'une entreprise confondue de fraude fiscale, par exemple, viendrait à toucher la solidarité de l'État. Ce serait bien sûr pas logique. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? On a choisi de faire de la déclaration. Donc sur le site de impôts.gouv.fr, si vous y allez vous-même, c'est extrêmement simple, un numéro de SIRET, le nom du dirigeant, vous certifiez sur l'honneur de ne pas avoir de problème avec le fisc ou avec le social, et vous émettez le RIB de votre entreprise. On l'a fait avec beaucoup d'écoute de la part également d'entreprises qui pourraient avoir des difficultés. Si par exemple votre directeur départemental des finances publiques accepte l'idée que certes vous avez du retard de paiement d'impôts, mais vous êtes sur un échéancier, on acceptera la demande. Donc vraiment, on est extrêmement large. Voilà. Alors de là à dire que les collectivités locales, notamment ultramarines, ne payent pas les prestations des entreprises et c'est pour cela qu'elles ne payent pas leurs charges, j'entends ici ou là que ce soit possible. J'ai fait quand même assez de déplacements en Outre-mer et j'ai assez de remontées pour me passionner sur ces questions, pour montrer qu'il y a quand même une partie des entreprises, pas tous, monsieur le ministre, mais une partie des entreprises quand même, qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales et fiscales. Et il faut quand même, dans notre pays, qu'on accepte l'idée que quand on est à jour, eh ben, on est plus aidé que quand on n'est pas à jour. Parce que sinon, quand on ne paye pas ses impôts et ses cotisations, on a le bon côté, la solidarité nationale, et les autres, et c'est une concurrence totalement déloyale, n'ont pas payé leurs impôts et leurs cotisations sociales. Si vous avez des cas, monsieur le sénateur, très particuliers, où les choses peuvent s'expliquer, soit les représentants du ministère dans votre territoire peuvent évidemment y répondre, ou moi-même, je suis à votre disposition, bien sûr, mais la règle devrait quand même être à jour de ces obligations fiscales et sociales, ça me paraît le minimum quand on attend la solidarité de l'État. Sur les questions du Pacifique, la Polynésie n'a pas fait sa demande, puisque j'ai eu le président Fritsch, elle l'a fait il y a 24 heures pour tout vous dire, de près également. Moi, je reste persuadé, on a discuté avec la ministre des Outre-mer, puisque le Premier ministre m'a chargé de ce dossier avec elle, qu'il faut respecter, et le président Santa, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, en est tout à fait d'accord, l'autonomie
de ces gouvernements. Ce qui ne veut pas dire que les prêts ne vont pas aider à la mise en place de dispositions sociales évoquées. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il y a déjà un système de chômage partiel. En Polynésie, il n'y en a pas du tout. Mais je crois que les deux présidents de gouvernement sont tout à fait favorables à la façon dont le gouvernement français les aide, indépendamment du statut que vous avez évoqué. La question a été évoquée. Alors, M. Delcros a évoqué les charges, je ne vais pas y revenir sur les cotisations, comme le sénateur Rambaud. La question a été évoquée sur le report. Pour les collectivités locales, sur les conséquences de fiscalité. Alors, on ne le sait pas très bien encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous dire que les collectivités locales ont une trésorerie tout confondue de 39 milliards d'euros. Donc, en masse, ils ont les moyens de faire face à ces difficultés. En individuel, si j'ose dire, évidemment, il y a des exceptions. Nous comptons plus pour faire des avances de fiscalité sur les 12e provisoires ou des avances de dotation de DGF, s'il le faut, pour qu'elles puissent, s'ils ont vraiment un problème de trésorerie. Il y a eu vraiment moins de 10 cas jusqu'à présent apportés à ma connaissance. C'est certain qu'il y aura des conséquences fiscales, je l'ai dit, pas sur leurs impôts principaux, notamment pas sur la taxe foncière et pas sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation parce que l'État compense malgré la crise, et la taxe foncière parce qu'elle n'est pas sensible pour l'instant à ces difficultés aujourd'hui. Sur la TVA, je rappelle que pour les régions, certes, il y aura un problème 2021, même s'il y a un cliquet, mais c'est en N+N-1, donc pour l'instant c'est la TVA de l'année dernière, donc il n'y a pas de conséquences au moins avant un an pour les régions. Sur les impôts de production, ils sont payés un peu avec décalage et retard. Il y aura sans doute des difficultés, mais pas immédiatement. Et sur les droits de mutation, sans doute ça sera avec l'octroi de mer l'impôt le plus sensible à la conjoncture. On aura l'occasion d'y revenir très rapidement, mais il y a toujours un mois ou deux de décalage aussi. Donc on a, entre guillemets, cette possibilité de respiration en attendant de voir exactement quelles sont les difficultés. On est en train d'y travailler. C'est vrai que sur les budgets annexes, et singulièrement sur le versement transport ou les déchets, il peut y avoir des difficultés assez immédiates, à la fois de non-versement transport par l'entreprise, puisque c'est un impôt de production, et on peut comprendre qu'elle a un problème de trésorerie très important, puis non de recettes, puisque les gens ne prennent pas ou prennent beaucoup moins les transports en commun. Donc nous regardons ça de façon extrêmement rapprochée avec notamment France Urbaine. Si vous voulez vous y associer, c'est évidemment avec plaisir, et nous serons capables de prendre des dispositions s'il le faut. Les versements transport et les recettes font quand même en général faire fonctionner. Il y a très peu de transports de régie direct en commun. Il y a des grandes sociétés aujourd'hui qui répondent à ces délégations de services publics. Je pense à Transdev, je pense à Keolis, je ne voudrais pas toutes les citer, mais voilà, il faudra aussi qu'elles prennent leur part. L'État ne va pas tout compenser tout le temps. Ces sociétés peuvent aussi prendre leur part de ces difficultés. Donc on a un tour de table et je pense que les représentants de la nation que vous êtes et des collectivités locales sont sans doute aussi sensibles. C'est pareil pour les piscines, par exemple, que les délégataires de services publics prennent aussi leur part dans la difficulté que connaît notre pays, parce que par ailleurs, ils sont très aidés par l'État. Série de questions. Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Et pour compléter le propos du ministre de l'Action et des Comptes Publics sur les collectivités, nous estimons que pour l'année 2020, ce sont entre 7 et 10% du total des recettes des collectivités qui pourraient être non pas supprimées, mais dégradées, c'est-à-dire soit progresser moins rapidement que prévu, soit connaître une légère érosion. Et l'exemple du VT en est un, même si on doit rappeler que cette recette est une des recettes les plus dynamiques dans les années précédentes, puisqu'on avait une recette de 400 millions d'euros par an, et que les toutes premières estimations sur le VT nous laissent penser que si baisse il y a, ce serait un retour au niveau de 2018, ce qui n'est pas une bonne nouvelle évidemment, mais reste à un niveau qui est supérieur à ce qu'on a connu pendant extrêmement longtemps sur ce type de recette. Mais évidemment, on le suit de très près, comme l'a dit le ministre. Sur la question des primes, il faut bien distinguer ce qui est présenté dans le cadre du PLFR et ce qui est permis par ce même PLFR. Et il y a, pour schématiser, au moins 3 primes qu'il faut avoir en tête. Une prime que l'on qualifie de prime sociale ou de prime pour les ménages les plus en difficulté, annoncée par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Et Gérald Darmanin disait tout à l'heure qu'un amendement du rapporteur général à l'Assemblée pourrait affecter une partie des 2,5 milliards d'euros de crédits non affectés du PLFR pour financer les presque 900 millions d'euros que représente cette prime, qui est fixée, selon ce qu'a dit le chef du gouvernement, à hauteur de 150 euros par bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, plus une prime de 100 euros par enfant pour les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et des APL. Et il a précisé que les bénéficiaires de l'AAH, par ailleurs bénéficiaires de l'APL, pourraient bénéficier de cette prime et de cet accompagnement. C'est pensé
pour répondre aux difficultés causées par le confinement, puisque nous savons qu'un certain nombre de familles en grande difficulté rencontrent des difficultés encore plus importantes dans le cadre du confinement, parce qu'éloignés d'un certain nombre de services, et les sénateurs qui sont avant tout des élus locaux savent pertinemment que très souvent, pour ne pas dire tout le temps, les tarifs de cantine, surtout lorsqu'ils sont progressifs, sont à un niveau très bas, beaucoup plus bas que le coût de revient, et plus bas souvent, très souvent, que le coût de revient d'un repas fabriqué, enfin préparé à domicile. C'est aussi pour ça que nous voulons aider. Ça, c'est la première prime. La deuxième prime, c'est la prime pour les soignants. Cette prime pour les soignants sera financée dans le cadre des crédits inscrits au PLFSS, et je le répète, l'ONDAM n'étant pas un impératif, mais simplement un indicateur, il y a cette possibilité de le faire, et par ailleurs, nous avons dit que 8 milliards d'euros seraient débloqués au titre des dépenses sociales. Et pour cette prime sur les soignants, pour répondre à Jérôme Bacher en particulier, je reprécise comment nous l'organisons. D'une part, il s'agit pour tous les soignants, sur la totalité du territoire, de payer les heures supplémentaires alors qu'habituellement elles sont soit récupérées, soit placées en CET, et de les payer avec une majoration de 50%, ce qui représente un engagement important. Et nous estimons que pour un infirmier ou une infirmière, nous sommes autour de 650 à 700 euros par mois de rémunération en plus et bien méritée. Et par ailleurs, nous prévoyons une prime forfaitaire pour les soignants et non-soignants des hôpitaux publics, des établissements hospitaliers. Cette prime forfaitaire sera différente selon que l'on est dans un des départements considérés comme un cluster. Il y en a 28 à date. Et si je dis à date, c'est parce que l'évolution de l'épidémie peut nous faire craindre qu'à un moment ou à un autre, d'autres départements soient ajoutés à cette liste de départements particulièrement exposés. Et nous voulons que cette prime de 1 500 euros, au-delà des soignants et non-soignants dans les 28 départements concernés, soit aussi attribuée au personnel des hôpitaux qui ont accueilli des malades du Covid sur d'autres parties du territoire. Nous savons aussi que le système hospitalier tout entier a été mis sous tension, et c'est la raison pour laquelle dans les territoires qui sont peu ou pas exposés et dans les établissements qui n'ont pas accueilli de malades du Covid, nous prévoyons une prime forfaitaire à 500 euros plutôt qu'à 1 500. Chacun comprendra la différence d'intensité dans l'effort demandé. Et enfin, dernière prime pour la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, il s'agit de reconnaître un engagement très particulier d'agents de l'État qui ont connu et connaissent dans cette période un surcroît d'activité, notamment pour la mise en œuvre des plans de continuité d'activité, qui occupent des fonctions qui permettent la continuité de la vie de la nation, la continuité de la vie sociale et économique, et que l'État veut récompenser et accompagner. Je prends un exemple, mais il s'agit par exemple des enseignants qui se sont portés volontaires pour assurer la garde des enfants des personnels soignants. Ça fait partie des populations que le ministère de l'Éducation a identifiés comme pouvant être accompagnés par cette prime. Notre volonté est de les reconnaître, de les accompagner, et donc la prime est d'un montant maximal de 1 000 euros. Les ministères feront le choix de la fractionner ou pas, feront le choix de définir les périmètres en lien avec le ministère de l'Action et des Comptes Publics des agents éligibles. Les premiers travaux que nous avons menés avec eux nous laissent penser que 400 000 agents seront proposés pour cette prime, et nous avons estimé cette dépense à 300 millions d'euros. Et enfin, pour répondre à la demande des associations de collectivités locales, nous autorisons, nous rendons possible pour les collectivités le fait de voter une prime identique, plafonnée à 1 000 euros, exonérée de cotisations et d'impôts, et les collectivités détermineront à la fois les montants sous plafond et les agents éligibles, avec cette même logique d'accompagner les agents qui ont un surcroît d'activité pendant cette période. Merci Agnès Pannier-Runacher. Pour compléter, Monsieur le Président, donc sur l'intervention de la Banque Centrale Européenne, ce sont bien des mesures exceptionnelles qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne et qui n'ont rien de conventionnel, puisque avec son programme d'achat d'actifs pandémiques, elle place la barre à 750 milliards d'euros pour acheter de manière massive de la dette privée et publique sur le marché secondaire. Alors il est vrai qu'il y a une différence avec le Royaume-Uni puisqu'il ne s'agit pas d'une intervention sur le marché primaire à l'émission, mais cela a un effet extrêmement puissant pour améliorer les conditions de financement des entreprises et des États. Voilà, nous interrompons donc cette audition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, des secrétaires d'État Agnès Pannier-Runacher et Olivier Dussopt qui s'expriment actuellement devant
la commission des finances pour présenter ce nouveau budget rectifié, ce nouveau plan d'urgence qui désormais se monte à 110 milliards d'euros, 3 semaines après le premier plan qui avait été adopté 3 jours après le début de l'épidémie et du confinement surtout, qui se montait à l'époque à 45 milliards d'euros. Notez les 3 priorités, notamment détaillées par Agnès Pannier-Runacher: préservation de l'emploi, soutien aux trésoreries des entreprises, soutien aux indépendants. Notez également qu'Olivier Dussopt a pu préciser les systèmes de primes annoncés par le gouvernement, primes pour la fonction publique d'État, pour la fonction publique territoriale, mais surtout pour les soignants et une aide exceptionnelle pour les plus précaires. Notez que les sénateurs vont également débattre bien sûr de ce projet de loi de finances rectificative. Ça sera la semaine prochaine, mardi, dans l'hémicycle du Sénat. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.